suis développeur blockchain chez Palo IT et je suis chercheur en PhD au laboratoire d'informatique de Paris 6. Et aujourd'hui, je vais vous parler de blockchain, de crypto-monnaie et de ce qu'on appelle des shitcoins. Voilà. Alors, pour pouvoir présenter mon sujet en 15 minutes, je vais utiliser des exemples et des analogies qui ne sont pas exactes, des trucs qui ne sont pas tout à fait vrais, mais qui se rapprochent du réel. Je serai là pour en discuter après si vous voulez des précisions ou des explications correctes. Alors, je vais commencer par une introduction à la blockchain. En une phrase, la blockchain, c'est un registre distribué et dupliqué dans un réseau pair à pair qui obéit à un mécanisme de consensus. Alors, un registre, on peut voir ça comme un livre de compte, un tableau Excel qui associerait un nom, un numéro de compte à un solde, à un fonds. Ce registre, il est dupliqué dans un réseau pair à pair. Donc, tous les ordinateurs du réseau, tous les nœuds, vont posséder une copie de ce registre. Et toutes ces copies sont censées être identiques. Alors, pour que tous les registres soient identiques dans tous les ordinateurs du réseau au même moment, il nous faut un mécanisme de consensus. Donc, comment va se propager une transaction ? Disons que Bob veut envoyer un bitcoin à Alice. Il va créer ce message de transaction et va l'envoyer au nœud le plus proche de lui dans le réseau. Ce nœud-là va recevoir le message de transaction et il va vérifier dans son registre, dans sa propre copie du registre, que Bob a bien les fonds nécessaires pour pouvoir effectuer cette transaction. Donc là, on voit que dans son registre, Bob il a 10,5 bitcoins, il veut en donner un, ok, c'est bon, je mets à jour mon registre. Tac, son solde est passé à 9,5 et celui d'Alice à 3. Ensuite, de proche en proche, il va passer comme ça la transaction au nœud suivant, qui, à leur tour, vont faire la vérification sur le registre que la transaction est valable et mettre à jour leur ledger, leur registre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il y ait un consensus sur la valeur du registre parmi tous les nœuds du réseau. Alors, comment est-ce qu'on accède à la blockchain ? Pour accéder à la blockchain, on utilise ce qu'on appelle des wallets, qui sont finalement des clients blockchain, en fait, qui stockent le registre, qui permettent d'envoyer des transactions aux autres nœuds, aux autres acteurs, et qui sont en permanence à l'écoute des transactions entrantes pour pouvoir eux aussi faire les vérifications et mettre à jour en continu leur registre. Alors, je vais vous montrer un wallet. Tac. Donc ça, c'est un wallet, ça s'appelle MetaMask. Il y en a plein de sortes de wallets. Là, je vais effectuer une petite transaction, par exemple. Donc on voit que mon solde, à moi, c'est 73,18 Ether. Et je vais envoyer un Ether à victime. Alors, tac, je mets un Ether. Je confirme. Et la transaction a été lancée. Alors, la blockchain, c'est un registre qui est public, téléchargeable, donc je peux tout de suite aller la voir en ligne sur ce qu'on appelle un block explorer, une interface qui me permet de regarder ce qui se passe sur la blockchain. Voilà, donc là la transaction est en train de passer, ça prend un peu de temps parce qu'il faut qu'elle se propage à travers tous les nœuds du réseau. Mais a priori, mon solde qui était de 73 va bientôt descendre à 72 et celui de victime, voilà, il vient de descendre à 72 et celui de victime qui était à 8,99 est passé à 9,99. Voilà, pour ce qui est des wallets. Alors, maintenant les smart contracts. Les smart contracts, c'est des programmes qui sont publiés sur la blockchain et exécutés sur une machine virtuelle. On peut penser à un smart contract comme à une stored procedure, pour ceux qui connaissent. Voilà, alors je vais vous montrer un exemple d'un smart contract. Ça, c'est un smart contract comme il en existe sur la blockchain Ethereum. Le langage de programmation qui est utilisé ici, c'est du Solidity. Ça ressemble pas mal à du C. Ce smart contract, en l'occurrence, il fait des opérations mathématiques simples. Donc il s'appelle SafeMath. Il a la fonction SafeAdd qui prend en entrée A et B et qui retourne C, la somme de A et B. SafeSub qui prend en entrée A et B et qui va retourner C, la différence de A et B, etc. Vous avez compris.
Ce programme, il va être publié sur la blockchain. Alors, comment ça se passe? Je vous ai dit tout à l'heure que la blockchain stockait des numéros de compte, des adresses, des noms, et de l'autre côté, un solde. En fait, elle peut faire encore plus que ça. Elle peut stocker de la donnée plus complexe. Là, en l'occurrence, le smart contract que je vous ai montré, qui gérait les additions et les soustractions, il va être pseudo-compilé, enfin transformé en une sorte d'assembleur, et on va directement publier ce code assembleur sur la blockchain. Donc il sera enregistré sur la blockchain, partout dupliqué sur tous les nœuds du réseau, et tout le monde pourra aller appeler les fonctions de ce contrat. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc là, on a un éditeur en ligne de smart contract. On va. Donc là, c'est mon code du safe math. Donc c'est le même, hein, addition, soustraction, etc. Et on va aller le déployer sur la blockchain. Donc je le compile, c'est bon, il est déjà compilé ici. Et je vais le déployer sur la blockchain. Donc là, je le publie véritablement sur la blockchain. Donc là, j'ai un pop-up de mon wallet qui me dit est-ce que tu veux le publier? Je confirme. La transaction a été envoyée. Voilà, et je peux vérifier sur le bloc Explorer qu'elle est bien en train de passer. Tac. Normalement, je vais avoir une notification qui va s'afficher quand, voilà, hop, le contrat a bien été déployé. Et maintenant, je vais interagir avec lui. Donc, par exemple, je vais tester ma fonction d'addition. 5 plus 5. Est-ce qu'il y a des génies dans la salle? Hop, ça fait bien 10. Division, 10. Ah non, hop. La division, on teste la division. 10 divisé par 2, on appelle. Tac, ça donne bien 5. Donc voilà, et n'importe qui à qui je donne l'adresse de ce contrat pourra venir l'utiliser. Bon, jusque-là, c'est pas exceptionnel, mais les smart contracts ont une propriété très intéressante. Vu qu'ils sont hostés sur une blockchain, ils peuvent interagir avec l'unité transactionnelle de la blockchain. Donc en fait, ils peuvent stocker, recevoir et envoyer de la crypto-monnaie. Alors, un exemple, là, c'est un contrat qui s'appelle le splitter. Ce contrat, il a une fonction split qui est payable. Donc, payable, ça veut dire que avec la transaction, avec l'appel à la fonction, on peut envoyer de l'argent à côté. Donc, cette fonction, elle va prendre en paramètre une liste d'adresses, donc qui seront les récipients, et à chacun, elle va donner une part de la quantité d'argent qui aura été envoyée avec cette transaction. Donc par exemple, j'appelle cette transaction avec 10 Ethers et je mets une liste de 10 participants. On va calculer le montant d'une part, donc on va diviser 10 Ethers, la value du message, par le nombre de récipients. Ça va faire un Ether chacun, et pour chaque récipient, on va lui envoyer un Ether. Voilà. C'est pas mal, mais on peut encore faire mieux. On peut faire ce qu'on appelle des ICO. Alors une ICO, similarité avec IPO, c'est une Initial Crypto Assets Offering. En fait, c'est une levée de fonds en crypto-monnaie. Dans un cas concret, imaginons que je suis une start-up, je veux lever des fonds pour commencer mon activité. Je vais créer un smart contract que je vais déployer sur la blockchain, et je vais proposer aux gens d'acheter des parts de mon entreprise pour que je me finance. Donc, je vais créer un tableau d'entier qui s'appelle balance of, voilà, qui va lier à une adresse un entier. Cet entier correspond au nombre de parts que possède chaque adresse. Donc, on va avoir la fonction buy token, donc acheter une part, acheter un token. Cette fonction est une fonction payable, donc on pourra appeler cette fonction avec de la crypto-monnaie avec. Et cette fonction va allouer un certain nombre de tokens à la personne qui l'aura appelé. Donc là, par exemple, si j'appelle cette fonction avec 10 Ethers, le smart contract va créer 10 tokens, va créer 100 tokens, 10 fois 10,
qui seront les parts que je possède. Et donc, dans le tableau d'entier, à côté de mon adresse, il y aura marqué 100. C'est le nombre de tokens, le nombre de parts que j'ai levé. Et ensuite, l'entreprise ou la start-up va utiliser les Ethers qui sont stockés sur le contrat pour se financer vraiment. Voilà. Alors, il y a un standard de token, donc de smart contract pour faire des ICO qui a été établi, qui s'appelle le RC20. Il doit se composer de deux choses. D'abord, ce tableau d'entier donc qui définit qui a combien de parts. Et ensuite, une interface pour interagir avec ce tableau d'entier. Donc, Total Supply, c'est une view qui va nous dire combien de parts au total, combien de tokens ont été émis. Balance of, c'est pareil, une vue qui va nous dire qui possède combien de tokens. Donc, cette fonction, on lui donnera en paramètre l'adresse d'un shareholder et il va nous retourner combien il possède. Et transfert qui permet de transférer des tokens de quelqu'un à un autre. Donc le token, cette part, elle est tradable, elle est échangeable comme une action en bourse. Donc il y a ici une dualité qui apparaît entre coin et token. Une coin comme Bitcoin, Ethereum, etc., c'est la monnaie native, la crypto-monnaie native d'une blockchain. C'est l'unité de mesure de cette blockchain. Alors qu'un token, c'est une unité de valeur qui a été émise par un smart contract et qui est hostée sur une blockchain. Donc BNB, EOS, enfin il y en a plein. Pour faire une analogie avec l'économie réelle, la coin, c'est le cash, les euros et les dollars, et le token, c'est la part, l'action, la carte cadeau, le bon d'achat, etc. Alors, quelques exemples d'ICO célèbres. Là, on a par exemple Tron, ils ont levé 70 millions en 2 jours, et aujourd'hui, la valeur du token a été multipliée par 7 par rapport à la levée de fonds. Et ils ont un très beau projet. Et là, on a Prodeum, des Français, qui ont levé 6 millions très rapidement aussi, et qui, à la fin de la levée de fonds, ont disparu en laissant un petit message sympa sur leur site. Ils sont introuvables, ils sont sûrement sur une île en train de se dorer la pilule. Voilà, et c'est là qu'on a les shitcoins en fait. C'est tellement facile de lancer une levée de fonds qu'il y a des petits malins qui ont profité de la crédulité des gens pour les arnaquer. Alors, oups. Là, je vais déployer. Donc là, ouais, on a mon code de token ERC20 avec mon mapping, enfin mon tableau de balance, mes fonctions de transfert et ma fonction pour acheter. On lui donne un nom, un symbole, voilà. Je le déploie. Tac, tac. Je confirme. Voilà, je suis bien connecté en tant que escroc, c'est bien moi. Tac, le shitcoin, hop. Ah non. Et ok, il a été déployé. Et maintenant, je vais arnaquer mon petit victime. Tac, tac. Et comme un idiot, je vais acheter le token. Donc là, je vais mettre un Ether en valeur. Et je vais faire buy token. Je confirme. Ma balance qui avant était de 0. Là, si on regarde balance off, tac, ça c'est mon adresse. Maintenant, ma balance devrait être passée à 10 tokens de cette entreprise qui vend des shitcoins. Voilà, donc à nous l'argent, on peut faire des levées de fonds très facilement. Voilà. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Alors, est-ce qu'il faut mieux investir dans les coins ou les tokens, sachant que, ouais, pourquoi investir dans un token plutôt que dans un coin?
Tu peux investir dans les deux, mais contrairement au coin, le token correspond à l'activité d'une entreprise. Donc ce token, il va par exemple pouvoir être utilisé pour utiliser les services de cette entreprise. On a par exemple en France une entreprise qui s'appelle BTU, BTU Protocol, qui permettent de faire de la réservation d'hôtels. Donc l'idée, c'est de supprimer les intermédiaires Airbnb, Booking.com, etc. Et quand ils ont fait leur levée de fonds, ils ont émis des tokens, ils les ont donnés aux gens qui avaient investi des fonds. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent utiliser ces tokens pour réserver des hôtels, à moindre coût, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire. Dans le cas de Ripple, est-ce que c'est un coin, un token? C'est une arnaque centralisée montée par des grosses banques. Non, c'est un coin, c'est un coin. Est-ce qu'il y a une limite? Alors, est-ce qu'il y a une limite pour la taille de ce qui est envoyé sur la blockchain? Oui, il y a une gas limite. En fait, si tu envoies une transaction qui est trop grosse, qui représente trop de volume, les mineurs vont juste pas la miner. Ils en voudront pas. Je saurais pas te dire. Est-ce que ça se compte en méga ou en kilooctets? Je saurais pas te dire. Comment est décidé le prix du token? Là, vous avez fait x10. Ouais. Comment est-ce que c'est Alors, comment le prix du token est décidé? C'est arbitraire. Mais de toute façon, tout ce qui est sur la blockchain est visible. Donc, chacun peut aller checker quel a été le prix et si c'est pas une arnaque, quoi. Mais c'est arbitraire.